16 mois. Dans notre projet, on a des maladies rares, on a de la génomique et on a aussi l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un patient atteint d'une maladie rare, en Belgique ou en Espagne, de signer avec un chercheur établi en Suède ? Nous sommes ici réunis pour un nouvel épisode de Aujourd'hui à la 3P et je suis accompagnée de Romain et Ludivine qui nous ont fait une présentation ce matin pour Human à 3P sur leur parcours de vie, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont vécu des difficultés par rapport à un problème de santé de leur enfant et ils en ont tiré une force et ils ont développé tellement de choses que je trouvais ça intéressant de les partager avec vous. Donc est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement et puis après on parlera de votre projet. Oui, bonjour, mon nom est Ludivine Verbogen et j'ai fondé avec mon mari Romain Alderweireld la Fondation 101 Génome en 2017. Et moi je suis donc Romain Alderweireld, le mari de Ludivine Verbogen. Et donc avec Ludivine, on a créé en 2017 la Fondation 101 Génome pour mettre au service des patients atteints de maladies rares les avancées de la génomique. D'accord, donc vous pouvez un peu nous expliquer cette fondation, qu'est-ce qu'elle permet ? Vous avez parlé de banque de données, banque d'ADN, donc vous pouvez nous expliquer ? On commence par le commencement. Le commencement, c'est Aurélien. Hein, oui, donc en fait, nous avons 3 enfants et en 2015, à la naissance de notre 3e enfant, on nous a annoncé assez rapidement qu'il était atteint d'une maladie rare génétique appelée le syndrome de Marfan. En discutant avec son généticien, on s'est rendu compte que nous, en tant que patients, nous pouvions faire quelque chose pour faire avancer, aider la recherche dans les maladies rares. Et donc, on a décidé de mettre à la disposition des chercheurs une base de données génomiques qui croise les données génomiques, donc la cartographie génétique complète des patients atteints du syndrome de Marfan et leurs données phénotypiques, donc les données médicales, dans le but de mieux comprendre les interactions entre les gènes et de mieux expliquer la variabilité dans les maladies rares et à terme de mieux les comprendre et mieux les soigner. Oui, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu ce diagnostic d'Aurélien qui était vraiment une surprise, pas une bonne, donc une bombe dans notre famille. Donc c'est une mutation spontanée de novo qui est apparue à la conception d'Aurélien et donc il est porteur de cette maladie dont nous ne sommes pas porteurs. Donc c'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie génétique. Et donc cette maladie, donc ça s'est développé en lui et c'est une altération qui apparaît sur son gène, le gène FBN1 qu'on retrouve sur le chromosome 15. Et cette altération, elle a pour conséquence que la fibrilline qui est codée par le gène FBN1 a une qualité qui est incomplète ou différente, on va dire différente de celle qu'on retrouve par exemple chez Ludivine et chez moi. Et donc ce qui fait que le tissu conjonctif, l'intégralité du tissu conjonctif d'Aurélien a une qualité différente de celle des autres êtres humains. Ce qui fait que le tissu conjonctif, c'est ce qu'on retrouve en fait, ce qui retient toutes les cellules du corps humain entre elles. Donc c'est une atteinte qui va pas avoir un lieu, un point de santé sur lequel il va falloir faire attention. Ça va concerner en fait l'entièreté de son organisme. En réalité, quand vous touchez même la peau d'Aurélien, sa peau a une texture différente des autres personnes. Maintenant on est habitué, mais c'est une texture très très particulière. La forme de la main d'Aurélien est très particulière. Il a ce qu'on appelle une arachnodactylie, ça veut dire qu'il a des doigts qui sont très longs, très élancés. Moi j'ai l'impression, quand je lui serre sa main, j'ai l'impression de tenir l'aile d'un oiseau. C'est vraiment très très différent par rapport à la perspective qu'on peut avoir. Et ensuite, je pars de la main, mais on a tous les problèmes au niveau oculaire, parce que au niveau des yeux, je pense que peut-être vous le savez, mais toute une partie le cristallin est retenu au centre des yeux par quelque chose qui s'appelle le zonuldosine et qui est composé pratiquement intégralement de fibrilline. Et donc il peut y avoir des problèmes de recentrage de ce cristallin. On peut continuer, on descend sur les poumons, il y a des problèmes pour le déploiement des alvéoles des poumons, et donc ça crée toute une série de sensibilités aux maladies chroniques, aux maladies pulmonaires. Quand le Covid est arrivé, c'était la terreur pour tous les patients atteints du syndrome de Marfan. C'est quelque chose de très très particulier. Puis il y a toutes les atteintes musculo-squelettiques, et donc on a cette prolongation de la croissance des muscles, enfin des os en tout cas, qui n'est pas arrêtée, et donc on se retrouve avec des patients atteints du syndrome de Marfan. C'est souvent ce qu'on considérait, ce qu'on appelait avant des géants en fait. Ils sont beaucoup plus grands que leurs parents, que la moyenne. Leur croissance ne s'arrête pas, très maigre. Il y a toute une série de déformations de la cage thoracique.
chronique, hein, puisque les côtes continuent à croître et le cartilage qui les retient au niveau du sternum a une flexibilité tout à fait particulière. Donc ça fait vraiment des individus très 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 particuliers. Il y a évidemment toutes des atteintes au niveau de la colonne vertébrale avec des scolioses terribles et très très rapides. Mais tout ça, finalement, on peut retrouver ça dans le spectre d'autres maladies qui sont pas rares, qui sont typiquement la scoliose. Il y a plein de jeunes filles qui présentent des scolioses idiopathiques. Donc c'est quand même assez intéressant de comprendre le développement des scolioses chez les enfants atteints de ce type de maladie rare pour mieux soigner en fait d'autres enfants atteints de maladies moins rares. Et alors on termine sur l'aspect le plus terrifiant, eh bien c'est le cœur. Et donc au niveau du cœur, on a toute une partie dans le ventricule gauche, on a la valve mitrale qui est retenue par ce qu'on appelle des cordages. Et ces cordages, eh ben, de nouveau, on retrouve énormément de fibrilline, une forte concentration de fibrilline dans ces cordages. Et là, ils ne se ferment pas correctement. Donc il y a un problème de distension, il y a un problème d'étanchéité de la valve mitrale, ce qui crée immédiatement un reflux au niveau du ventricule gauche qui est amené à pomper beaucoup plus. Et ça, c'est à l'entrée. Et à la sortie, on a la valve aortique. Et là, la valve aortique, eh bien, elle est entraînée là, dès le départ un problème d'étanchéité, de referrement des leaflets. Et juste au-dessus de la valve aortique, on a ce qu'on appelle le sinus de Valsalva. Et dans ce sinus de Valsalva, on voit qu'il y a une interaction très forte due à la fibrilline qui aujourd'hui encore pas si bien compris que ça, mais qui a pour conséquence qu'à chaque pulsion du cœur des patients morphants, le sang par hémodynamique, le sang qui est envoyé sur la paroi de l'aorte au niveau du sinus de Valsalva entraîne une dilatation. Et une dilatation qui manque de flexibilité due à cette problématique de la fibrilline. Et c'est la dilatation qui mène à une déformation de ce sinus de Valsalva qui entraîne aussi de plus en plus de défauts d'étanchéité de la valve mitrale, de la valve aortique, jusqu'au moment où soit on a une dissection, soit on a un vrai problème de reflux à l'intérieur du cœur. Donc c'est vraiment une horreur. Le cœur de ces enfants, c'est une bombe à retardement, donc c'est vraiment assez terrifiant. Bon, une fois qu'on a cette information-là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui accompagne cette information par rapport à cette particularité, c'est un diagnostic de vie, ce qu'ils appellent moins favorable. Par moins favorable, c'est un diagnostic d'espérance de vie statistique de 16 mois. Et quand on vient d'avoir un enfant et qu'à 11 mois on reçoit un diagnostic et qu'on vous dit espérance de vie statistique 16 mois, vous imaginez bien que c'était un choc dingue. Et c'était vraiment le choc qui était le séisme moteur en fait à l'origine de tout ce qu'on a mis en place. Et chaque matin on se lève, chaque matin on habille Aurélien et c'est lui notre motivation, c'est lui ce qui nous fait trouver l'énergie. Le moment où on n'y croit pas, on le regarde, on dit bon, il faut continuer quoi. Et donc voilà, il est complètement à l'origine, une longue explication, mais pour partir de votre question, à l'origine de ce qu'on a mis en place, la biobanque bioinformatique, la biobanque comme on l'appelle, nos outils de gestion des consentements, et quelque chose dont j'ai pas du tout parlé tout à l'heure, mais on a mis en place toute une série d'algorithmes d'interprétation des variants. Donc on utilise, dans notre projet, on a des maladies rares, on a de la génomique, et on a aussi de l'intelligence artificielle. Tous des sujets qui font peur, tous des sujets qui terrifient, mais nous on essaie de les réconcilier tous les trois. Je vais essayer de traduire ce que vous avez expliqué ce matin. En fait, votre base de données, elle permet d'identifier des gens qui ont la même mutation ou des mutations proches que celles qu'a votre fils, et vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient cette mutation-là et qui n'avaient pas forcément tous les symptômes aussi graves que ce qu'on vous avait annoncé. Tout à fait. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la grande variabilité qu'on retrouve dans la plupart des maladies rares. Donc en fait, on diagnostique les gens génétiquement en disant tiens, ben voilà, ils ont une mutation sur le gène, dans le cas de notre fils, FBN1, et on a retrouvé des gens qui avaient exactement la même mutation parce qu'il y a plusieurs mutations à l'origine du syndrome de Marfan, et on se rend compte que chez certaines personnes, eh bien, il y a des atteintes très sévères, et chez d'autres, peu, ou voire presque pas. Et donc, sur base de ce constat-là, on s'est dit, tiens, mais il doit y avoir autre chose dans le génome, dans les interactions entre les gènes, qui font que certaines personnes sont protégées contre les effets délétères de cette mutation. Et sur base de ça, on a décidé de créer notre base de données génomique pour mettre à la disposition des chercheurs ces données pour qu'ils puissent justement mieux étudier ces interactions et éventuellement trouver des gènes protecteurs ou aggravateurs d'une mutation pathogène, sur base desquels on pourrait soit créer des nouveaux médicaments qui imiteraient l'action protectrice
et donc on donnerait la protéine qui permet de limiter les effets de la mutation délétère, ou on pourrait imaginer inhiber la protéine qui aggrave les effets de cette mutation délétère. Et donc c'est sur base de ça qu'on voudrait essayer de développer de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies qui permettraient aux gens atteints du syndrome de Marfan, dans un premier temps, le syndrome de Marfan c'est notre projet pilote, mais notre base de données a la vocation à s'étendre à d'autres maladies rares. Et une fois qu'elle est en place, en fait, on pourrait même l'utiliser pour toutes les maladies rares. Mais donc on monogéniques. Monogéniques, voilà, dont la mutation délétère se trouve sur un gène. Et voilà, notre rêve, c'est de faire avancer la recherche grâce à ça, grâce à cette base de données. C'est compréhensible. On peut quand même dire aussi qu'aujourd'hui, votre fils, vous aviez eu un diagnostic, disait il aura 16 mois, enfin un statistique diagnostic, et qu'aujourd'hui il a 7 ans et qu'il vit avec sa maladie, mais qu'il est quand même encore présent. Oui, il vit avec sa maladie, et il vit même assez bien avec sa maladie, dans le sens où c'est vrai qu'il doit faire de la kiné, il doit porter des attelles, etc. Mais au jour le jour, il a une vie qui ressemble à celle de nos 2 filles, en fait. C'est-à-dire qu'il va à l'école du matin au soir, il a ses activités extrascolaires, il a ses copains, il est invité à des anniversaires, il a une vie sociale très remplie et très épanouie. Et il a vraiment sa place au sein de la famille aussi. Il se chamaille avec ses sœurs comme n'importe quelle fratrie. Sauf que sa vie est ponctuée de rendez-vous médicaux. Voilà, on a pas mal de rendez-vous médicaux, ça c'est vrai, notamment les rendez-vous cardiologiques qui sont pas faciles parce que c'est tous les 3 mois et c'est toujours un peu comme une épée de Damoclès. Et ses activités extrascolaires, c'est plus de la kiné et de la natation que du foot ou du rugby. Mais c'est vrai qu'on est vraiment loin de ce spectre terrible dont on nous avait parlé quand il était nouveau-né. Et ça montre aussi justement la variabilité la grande variabilité dans ces maladies rares, que sans doute certains enfants, oui, enfin ça a été prouvé que certains enfants qui ont une mutation FBN1 dans cette tranche d'exon 24 à 32, oui, statistiquement on a constaté qu'il y en avait plein qui décédaient très très jeunes, mais notre fils il a la mutation dans la même zone et il a 7 ans et il va bien, je touche du bois. Donc est-ce qu'il a lui aussi certains gènes qui le protègent, ou est-ce que justement il faut qu'on en apprenne plus sur les génomes pour expliquer le pourquoi? Voilà, c'est une vaste question à laquelle on essaye de répondre. Je pense qu'on peut dire qu'il va aussi bien que ce soit possible qu'il aille bien vu le contexte dans lequel il est. Donc c'est assez positif. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, pour moi en tout cas, c'était pas simple à comprendre au début, puisque donc Ludivine et moi on est tous les deux juristes, on n'a pas du tout de formation biologique, scientifique quelconque, et on vient vous expliquer tout d'un coup, voilà, vous avez un enfant, il a une mutation sur un nucléotide, une lettre, donc le génome est inscrit et écrit en A, nucléotide en A, C, T, G. Et chez Aurélien, on a un T à la place d'un C, et sur une copie du gène FBN1, on est tous porteurs de 2 copies du gène, et sa vie est menacée. C'était terrible à comprendre. Et on a passé pas mal de temps aussi à comprendre qu'en fait, on est tous porteurs de milliers de mutations que nous avons, que nos parents n'ont pas, qui nous sont propres, des mutations qui nous sont propres. Et la plupart de ces mutations, dans la plupart du temps, ça nous est plus ou moins bénéfique ou neutre, ou ça n'a pas d'impact profond sur notre santé. Mais certaines mutations ont un impact qu'on appelle pathogénique caractérisé, et c'est le vrai challenge pour les généticiens aujourd'hui. C'est faire le tri entre les mutations qui nous sont propres, savoir quelles sont celles qui sont bénignes, qui ne vont pas impacter ou peu impacter le message conduit porté par le gène pour la production de la protéine, celles qui auront un impact où il est clair que la production de la protéine va être impactée négativement, et puis il y a toute cette zone grise qu'on appelle les variants of unknown significance, les VUS, où les génétiques est incapable de nous dire si ce variant aura quel type de conséquences sur le génome ou sur la santé de la personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est la mise en place d'énormes bases de données de variants caractérisés comme étant pathogéniques. C'est ça qui aide au quotidien les diagnostiqueurs, les généticiens dans tous les hôpitaux du monde à poser des diagnostics. Si jamais un variant a été reconnu comme étant pathogénique par un groupe de recherche, il devient le point de référence de sa pathogénicité et ça devient l'ancrage pour poser des diagnostics. Il y a aujourd'hui plus de 3000 mutations sur le gène FBN1 qui ont été
reconnues, presque 3000 mutations, qui ont été reconnues comme étant pathogéniques, qui ont été donc reconnues comme étant à l'origine de ce syndrome de Marfan. Okay, et ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, à la naissance d'Aurélien, Ludivine n'arrivait plus à dormir, puis moi j'arrivais plus à dormir, et quand j'arrivais plus à dormir, j'ai passé des nuits entières à explorer cette base de données avec ces 3000 variants pathogéniques et à la mettre en comparaison. Et c'était pas simple parce que les outils électroniques fonctionnaient pas, étaient pas interopérables, à la mettre en comparaison avec une base de données de 300 000 génomes. Et j'ai été chercher tous les variants qu'on pouvait retrouver sur le gène FBN1 dans cette base de données de 300 000 génomes qui est une base de données contrôle. Okay, c'est un exercice qui était fait par d'autres dans d'autres contextes, mais qui n'avait pas été fait dans le cadre du syndrome de Marfan. Et là, je l'ai fait dans le cadre du syndrome de Marfan. Et après, ce qui était assez comique, c'est qu'au début, j'ai dit, oui, c'est absurde. Et puis, après la troisième occurrence, je suis tombé sur un point d'intersection. Et j'ai dit, oh là. Et donc, j'ai continué, je sais pas, peut-être si je l'avais pas trouvé dès la troisième un point d'intersection, j'aurais arrêté. Mais donc là, j'ai continué, j'ai fait le process entier. Ça m'a pris des week-ends entiers, des nuits entières. Et à la fin, j'en ai trouvé plus de 120 points d'intersection entre ces deux bases de données. Et là, je suis retourné vers l'équipe génétique qui a accompagné Aurélien. J'ai dit, écoutez, c'est super bizarre. Vous m'avez dit que ce variant, il est considéré comme étant pathogénique. Et je retrouve dans la population générale, chez des personnes en bonne santé, des centaines de cas où on retrouve une intersection entre les variants pathogéniques. Et là, il explique, oui, c'est peut-être un problème au niveau de la classification de la pathogénicité. Si vous avez compris, c'était vraiment pas simple. Ok, très bien. Mais là, je dis oui, mais d'accord, mais alors comment est-ce que je peux retrouver dans cette fameuse zone des exons 24-32 une série de concordances? Il m'a dit quoi? Il y a des concordances dans zone 24-32? Parce que cette zone 24-32, c'est immanquable. L'impact des mutations dans cette zone-là est tel sur la production de la protéine que c'est compliqué d'avoir des gens dont on raterait le fait qu'ils sont impactés, puisqu'ils seraient même pas vivants normalement sans soin. Et donc là-dessus, ça a créé en fait un véritable engouement des scientifiques et qui se sont mis à s'intéresser très fort à ce que j'avais fait là-dessus et qui ont dit bon, maintenant ça serait très intéressant. Malheureusement, la base de contrôle que j'ai utilisée, on ne peut pas retourner sur l'ensemble du génome des participants. Tout ce que je peux interroger dans cette base de contrôle, ça s'appelle GnomaD, c'est des mutations ponctuelles sur certains gènes. Je ne peux pas croiser pour un individu une mutation sur le gène, je sais pas moi, je vais dire que la gène 25, n'importe quoi, et le gène FBN1. Je ne peux pas faire des corrélations. Pour essayer de trouver les gènes protecteurs. Exactement. Et là, c'est pas possible sur cette base de données et c'est juste interdit. Et donc, il dit, bon voilà, il faudrait recomposer une cohorte spécifique Marfan sur laquelle on puisse essayer de partir à la quête des gènes protecteurs. Et là, j'ai une longue explication pour revenir, pour préciser un point. Aujourd'hui, on a créé notre cloud génomique, notre biobank. Et sur cette biobank, on a 47 génomes Marfan. On est la plus grande base de données génomique Marfan au monde, à l'heure actuelle, à ma connaissance. Mais ces 47 patients Marfan ont comme point commun de tous être porteurs de la même mutation pathogénique. On a construit notre cohorte de manière à ce qu'elle soit la plus informative possible et qui nous donne le plus de chances possible d'identifier un protecteur modificateur en partant d'individus qui arborent tous la même mutation pathogénique. Et donc on part du même point d'ancrage. Et ensuite, ce qu'on a dans cette cohorte, c'est qu'on a des gens qui sont très atteints. Ça veut dire qu'on a constaté chez eux, le critère qu'on a choisi, c'est constat d'une dilatation du sinus de l'aorte à un jeune âge, ou pas de dilatation de l'aorte à un âge avancé. C'est vraiment la technique qu'on a choisie pour essayer de définir les deux. Une manière de graduer la maladie. C'est le spectre, oui, c'est ça, les deux extrémités du spectre. Et dedans, maintenant, on part à la recherche des modificateurs, ou alors on va à des conférences et un scientifique dit tiens, moi j'ai identifié que sur tel gène machin, je pense que c'est le modificateur Marfan. Lui doit faire des expériences sur des souris ou sur des iPSC, donc c'est-à-dire sur des cellules reprogrammées, pour essayer de valider son intuition. Et nous, on peut checker ça, on peut vérifier son intuition de manière bioinformatique dans notre base de données, ce qui est génial. J'essaie de reformuler avec mes connaissances, c'est que vous dites que vous, au lieu de prendre du temps à tester sur des souris, sur des hypothèses de gènes qui peuvent aider à avoir des bénéfices dans la maladie ou justement avoir des effets délétères, vous dites j'ai des gens qui en réel vivent ces symptômes-là et que si j'ai une question sur si ce gène permet ou pas d'avoir un effet de protecteur au niveau de la maladie,
je vais interroger ma base de données et vérifier si cette personne-là, comment le gène est exprimé, s'il a aussi une anomalie, et justement identifier des choses qui auraient des similitudes, parce que vous voyez que les patients, vous avez analysé aussi leurs symptômes, leur gravité de la maladie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. En croisant avec les données phénotypiques de la personne, donc en croisant avec son dossier médical, on pourrait arriver à identifier, de dire, tiens, chaque personne, nous ils ont tous la même mutation, on voit que chaque personne qui a tel gène qui est comme ça est très peu atteint par la maladie, on pourrait dire, ce gène-là, et comment est-ce qu'on fait pour le savoir ? En regardant les données du dossier médical qu'on croise avec les données génomiques, ce gène-là est un gène protecteur. C'est ça qu'on peut faire, et ça peut être fait en quelques minutes sur nos bases de données. En moins d'une heure. Mais quand même, c'est pas mal. Et donc ça, c'est des pistes après pour se dire, peut-être que ça, c'est un traitement. Si ce gène-là pour des nouvelles thérapies permet d'avoir une protection, ça veut dire que ça peut être une piste pour développer, soit trouver un médicament qui permet déjà d'avoir cet effet bénéfique, voilà. Soit mais qui doit être proposé, qui doit donc avoir un changement de label pour pouvoir être cette fois-ci être réattribué pour soigner une autre maladie. C'est toujours plus facile de travailler avec un médicament qui existe, existant, tout à fait, et de dire je vais commencer les essais cliniques ou trouver des thérapies innovantes pour se dire maintenant ça je peux avoir un effet bénéfique sur le traitement de cette maladie. Correct. Alors j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que cette approche de la recherche des modificateurs, cette approche de la mise au point de médicaments sur base de l'identification de modificateurs, on l'a pas inventée. C'est une approche qui existe. On a parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui mentionnait la mucoviscidose. C'est une approche qui a été développée dans le contexte de la mucoviscidose aussi, et avec des effets très positifs. Mais alors il y a une histoire qui est assez passionnante et dont on parle peu. Je vais vite la raconter tout de même. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui s'appelle le professeur Casanova de l'Institut Imagine, non ? Et c'est quelqu'un qui est très très très, on l'a rencontré quand on a fait la visite d'Imagine avec Alain Fichot, et donc c'est quelqu'un qui est assez passionné par cette idée qu'on n'est pas tous égaux face aux maladies, et que en nous, dans la somme de l'humanité se répond. Et là, il y a certaines personnes qui portent en elles les clés pour résoudre et soigner les autres. Et que chaque vie a énormément de sens parce qu'elle a en elle potentiellement de quoi guérir quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète. Et le point de départ le plus connu dans cette histoire-là, c'est quelque chose qui s'appelle le gène CCR5 delta 32. Vous connaissez peut-être. C'est un gène qui est dont l'inhibition ferme certains pores d'entrée sur la membrane cellulaire. Ce qui fait que certains types de maladies ne peuvent pas pénétrer les cellules et ne peuvent pas contaminer les personnes qui sont porteurs de cette modification du gène CCR5 delta 32. Et ce qui est assez passionnant, c'est que le virus du sida pénètre la cellule via ces pores activés par le gène CCR5 delta 32. Et donc on a, à un moment donné, il y a quelques années, une série de personnes ont observé qu'une série de personnes qui avaient des comportements à haut risque dans le cas du virus du sida étaient immunisés contre ce virus, ne tombaient pas malades, n'étaient pas affectés par les formes les plus fréquentes du virus sida. Et c'est là qu'ils ont identifié, sur base de ces patients résilients, ces patients protégés, ils ont identifié une non-activation d'une copie du gène CCR5 delta 32. Dans le cas où il y avait désactivation des deux gènes, les gens étaient complètement protégés, ce qui leur a permis de mettre au point une série de médicaments, les médicaments qui sont utilisés aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement des patients atteints du sida sont basés sur les découvertes qui ont été faites sur ce gène CCR5 delta 32. Et après ça a mené à certaines dérives. Vous avez peut-être entendu parler de l'expérience chinoise sur Lulu et Nana, avec ce scientifique chinois qui a utilisé CRISPR-Cas9 pour immuniser deux jumelles chinoises, Lulu et Nana, contre le sida dont le papa était porteur, en désactivant, je veux dire mécaniquement, mais en utilisant CRISPR-Cas9 pour désactiver les copies du fameux gène CCR5 delta 32. C'était pas une super idée parce que mais après il peut y avoir d'autres conséquences. Ouais, CRISPR-Cas9 n'est pas assez précis et il peut couper à d'autres endroits du génome et provoquer des cancers. Mais surtout, les gens chez qui CCR5 delta 32 est positionné de cette valeur-là, qui les rend protégés au virus du sida, les expose très fort au virus du Nil. C'est des gens, à partir du moment où ils sont confrontés au virus du Nil, ils ont une survie qui est très faible. Donc en fait, la couverture est trop petite. Si on tire d'un côté ou l'autre, on a souvent ces circonstances-là. Donc c'est assez fascinant de découvrir ce qu'on peut avoir et ce qui est en nous
dans le génome humain. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'épidémie de Covid, mais le professeur Casanova, dans le cadre du Covid, il a essayé de répliquer cette approche-là. Il a aussi essayé de comprendre pourquoi certaines personnes sont très très malades alors qu'ils ne devraient pas l'être du Covid, et d'autres ne le sont pas du tout alors qu'ils devraient l'être. Et c'est vraiment une approche qu'on peut faire dans toute une série de symptômes. Et on n'est pas égaux face aux maladies, et heureusement, et c'est pour ça que l'humanité progresse, c'est cette grande variabilité de l'être humain qui permet de conduire le message de l'humanité. C'est hallucinant votre façon de porter votre message par rapport aux difficultés que vous avez eues. Enfin voilà. Je ne sais pas si vous voulez aussi qu'on parle de votre application sur le consentement. Oui, volontiers. Mais donc, on s'est rendu compte que nous, notre but premier, c'était la quête des gènes protecteurs qu'on a déjà bien expliqué. Et on s'est rendu compte que c'était aussi de par expérience personnelle, la participation des patients à la recherche est fondamentale et qu'il faut faciliter cette participation pour les médecins et aussi pour les patients. Parce que nous, on avait participé à une étude avec notre fils Aurélien et on nous avait expliqué comme ça à l'hôpital vite fait, on nous avait glissé des papiers, qu'on avait perdu le temps de sortir de l'hôpital et de retourner à la voiture. Et donc, on s'était dit, il devrait y avoir moyen pour les patients de participer à des recherches et de donner leur consentement d'une manière plus adéquate, tout simplement. Et donc, on a décidé de créer une consent app dans le cadre de notre projet GEMS, donc la quête des gènes protecteurs, qui permet aux patients de donner leur consentement en ligne. Donc, ils s'inscrivent, ils donnent leurs données, ils signent avec DocuSign, ils répondent à un quiz de 5 questions qui montrent qu'ils ont bien compris l'objectif de la recherche à laquelle ils vont participer. Et puis, ils ont un portail auquel ils peuvent réaccéder indéfiniment pour retirer leur consentement s'ils le souhaitent, changer, modifier leurs données ou participer à de nouvelles études. Et donc, ça, c'est un de nos projets dont on est très content aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est une demande très grande de la part des médecins parce que ça leur permet de faciliter grandement la participation des patients aux recherches. Je pense que vous avez déjà suffisamment de difficultés pour simplifier le côté administratif, enfin voilà, avec vos rendez-vous médicaux et tout ça, enfin voilà. Là, vous avez expliqué aussi que vous êtes très impliqué dans votre association ou fondation, je sais plus comment vous l'appelez, et je pense que voilà, si c'est quelque chose qui permet de simplifier le quotidien, même sur une petite chose, je pense que tout est le bienvenu. Et comme vous dites, si les gens ils peuvent retrouver les données, savoir dans quelles études ils sont organisés, puis je pense qu'au niveau côté médecin aussi, ils ont la base de données qui permet aussi d'identifier aussi facilement qui a répondu. C'est aussi une facilitation pour eux. Oui, ça je vais expliquer le point de vue du chercheur. En fait, ce qui est assez intéressant dans ce qu'on a mis en place, c'est qu'on s'est retrouvé à cumuler des expertises très différentes. On avait d'un côté des généticiens, puis des cardiologues, puis des ophtalmologues, puis on s'est mis à rajouter des spécialistes en informatique pour calculer la pathogénicité des variants, enfin plutôt en bioinformatique. Puis au-dessus de ces bioinformaticiens, on a rajouté des architectes cloud, puis dessus on a rencontré des techniciens spécialistes de biobanques, et donc on a mis en place toute une série d'expertises, de savoir, de personnes qui travaillent pas forcément ensemble. Et après on s'est retrouvé avec cette espèce de point d'intersection qui concerne le point juridique. Et on s'est retrouvé dans une situation qui était assez dingue, parce que juridique, ça on connaît, ça c'est notre univers. Et on a vu émerger quelque chose qui s'appelle le GDPR, donc le règlement sur la protection des données personnelles, qui a été donc un grand succès pour la Commission européenne et pour la mise en place d'une législation européenne, mais qui a été une catastrophe pour la recherche européenne. Mais quand je dis catastrophe, je pèse mes mots. Pour les centres de recherche universitaires, c'était un coup d'arrêt. Pour les hôpitaux en France ont dû, dans leurs centres de recherche, ont dû dépenser des sommes absolument dingues pour transformer leur base de données existante en base de données GDPR compliant. Alors, est-ce qu'ils avaient vraiment l'obligation de le faire, ou est-ce que ils tombaient dans l'exception du GDPR pour la recherche? J'avais tendance à penser que oui, mais les hôpitaux n'ont voulu prendre aucun risque, et donc quelque part la bête était lâchée, et elle a échappé à ces concepteurs qui n'avaient, à mon avis, jamais anticipé les conséquences que le GDPR aurait dans le cadre de la recherche. Et l'on se trouve avec un coup d'arrêt énorme au moment où nous, on arrive avec notre idée de construire une base de données, une très grande base de données, qui a comme particularité d'avoir en plus des données génomiques. Et donc ce GDPR, il apparaît comme étant, du point de vue des chercheurs, comme étant un énorme frein, et on se rend compte,
parce que pour d'autres raisons on a des contacts avec les firmes pharmaceutiques, que du côté des firmes pharmaceutiques c'est une énorme opportunité parce que eux font valoir systématiquement l'exception pour usage secondaire des données de recherche. Et donc on se retrouve face à un 2 poids 2 mesures assez étonnant. Et puis on se rend compte que les médecins sont très 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 mal à l'aise, et les médecins chercheurs en particulier, au moment de recueillir le consentement des personnes qui souhaitent enrôler dans des études, parce qu'on leur demande d'assumer la responsabilité de s'engager sur le fait que la personne face à elle a donné un véritable consentement éclairé et est prête de façon éclairée à rejoindre une recherche. Et ça met dans une circonstance complètement inconfortable. Et donc là, nous on l'avait vécu, l'expérience que Ludivine a expliquée du point de vue du patient. On reçoit un document, on l'a à peine compris et on l'a perdu entre le moment où on l'a reçu et le moment où on met bébé avec sa poussette dans la voiture. Donc en l'espace de quelques minutes finalement, on l'a perdu, dire. On ne sait plus où il est, on ne sait pas ce que c'est devenu. Et on a le chercheur qui est super malade parce qu'il a dû signer un papier en disant « Est-ce que ces gens en face de moi ont vraiment compris ce que je leur ai demandé ? Ils avaient l'air d'être bouleversés, je dois dire oui pour les enrôler dans l'étude. » Et puis maintenant qu'on a créé notre propre étude, on voit le point de vue des chercheurs qui passent des heures à développer des documents de consentement, à les faire valider par des comités d'éthique ou en France des CPP. Et pourquoi ? Et donc on s'est dit mais c'est pas possible. Dans nos pratiques professionnelles, on a vu que toute une série de groupes sont capables de mettre en place des solutions qui sont compliant, enfin qui respectent le GDPR et qui sont capables d'utiliser les outils numériques disponibles aujourd'hui pour signer à distance. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un patient atteint d'une maladie rare en Belgique ou en Espagne de signer avec un chercheur établi en Suède ? Rien. Il devrait rien avoir qui permette de signer. Et donc on a développé cette application c'est pas une application commerciale, c'est pas une application qui a comme volonté d'enrôler un maximum de personnes. C'est une application qui a comme volonté de permettre à des participants d'avoir le consentement le plus éclairé possible, de respecter à la lettre le GDPR et de donner aux participants la possibilité de récupérer son consentement, de gérer son consentement, de retourner vers le document qu'il a signé à chaque instant, de retirer son consentement, qui donne la certitude aux chercheurs que la personne en face de lui a vraiment compris, parce que s'il n'est pas capable de passer un test, elle n'a pas la possibilité de signer. Et donc voilà, donc on a mis en place quelque chose qui est finalement assez ambitieux et que les différents éthiciens qui l'ont vu le trouvent très très prometteur. Et au départ de ça, il y avait notre souci d'optimiser notre expérience, mais surtout d'économiser les coûts de la recherche James. Parce qu'au moment où on a mis en place la recherche James, on s'est retrouvé à un moment donné où les chercheurs ont dit voilà, super, et maintenant il va falloir sortir telle somme pour avoir ce qu'on appelle les data nurses et les infirmières qui vont accompagner les participants dans la collecte des consentements. Et on s'est dit ah non, ça pas, on n'a pas connecté ces sommes, on a fait appel à la générosité, à la philanthropie, à toute une personne, des enfants de l'argent que vous aviez, vous dites mince, il y a une partie qui va juste être utilisée pour gérer de l'administratif. Ouais, c'était non. Et on voulait pas ça. Et que qui ne sera pas utilisé pour la recherche, pour trouver un traitement. Ça nous a scandalisé, en fait. Ça, c'était scandaleux. C'est ça qui vous a donné aussi cette idée de développer cette application. Tout à fait. En plus de la côté simplification du quotidien. Tout à fait. Je crois que le jour même, j'avais une petite fille qui disait j'ai pas fait mon anniversaire, j'ai fait mon anniversaire, mais à la place de cadeaux, j'ai demandé qu'on verse les sommes de mes cadeaux pour la fondation San Géno. J'étais tous contents, je dis c'est formidable, c'est génial. Puis je rentre dans la pièce, on discute un peu avec scientifique, et puis j'ai une scientifique qui présente la facture sur son truc. Je dis ah non, ça on peut pas. Ça c'était hors de question. Donc on est venu avec cette approche-là aussi. Ouais. C'est comme ça qu'est née cette application. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de partager avec nous ce matin. Je voulais savoir, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ? Ouais, j'aimerais quand même bien parler d'un truc. Donc on a développé et c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est qu'on a reçu un financement régional belge pour nous aider à avancer, et c'est grâce à ça qu'on avance aujourd'hui. Donc il faut remercier un groupement qui s'appelle Innoviris, qui nous a permis de créer un consortium avec le groupe de machine learning de l'ULB et le groupe de bioinformatique de l'Institut IB Square, Inter-University Institute of Bioinformatics, Brussels. Pour développer en fait 2 algorithmes. Alors on a un algorithme spécifique aux jeunes FBN1, qui est un algorithme qui aide
à la classification de la pathogénicité des variances. On en a parlé au début de la discussion, et c'est un algorithme qu'on appelait GEMVAP, et qui est très puissant, qui est vraiment né en fait de ce constat, de cette intersection de ces 122 et puis 24 pour l'intersection entre UMD, FBN1 et GNOMAD. On a voulu vérifier le caractère pathogénique des mutations identifiées, et on a développé un outil, un prédicteur, un outil informatique qui utilise l'intelligence artificielle, qui fait de la recombinaison pour simuler l'impact de la mutation sur la protection de la protéine. Ça, c'est un algorithme qui est génial. Je trouve ça extraordinaire ce qui a été fait avec cette équipe-là. Et là-dessus, on a créé un deuxième algorithme. Donc, on a vraiment un algorithme d'ancrage par rapport à la pathogénicité. Et ensuite, avec l'équipe du professeur Tom Lennartz et Emma et Sophia, et Nassim et tous les autres, on a travaillé au développement d'un autre algorithme qui, à partir de ce point d'ancrage, essaie d'identifier le réseau de gènes impactés par les autres gènes. Et donc, on a mis en place un outil, avec tout le travail de toute cette équipe, un outil de bioinformatique qui est très puissant et très intéressant, parce qu'il apporte une nouvelle approche qui n'est pas monogénique, mais poly ou polygénique. Et c'est cette approche poly ou polygénique qui va nous permettre d'identifier les modificateurs. Donc ça, c'est une dimension. Donc on parlait de la maladie rare, on a bien parlé de la génomique, et cette dernière approche, l'intelligence artificielle, les algorithmes, c'est celle à partir de laquelle on avance le plus aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai la dernière question, c'est s'il y a des gens qui sont intéressés par votre parcours, qui veulent collaborer avec vous ou qui veulent s'inspirer de ce que vous avez déjà fait, et quelle est la manière de vous contacter? Tout est sur notre site www.f101g.org. Très bien, merci beaucoup à vous. Merci à vous.